Bonsoir, chef d'État, défenseur de l'environnement et expert, une présence remarquée dans un événement planétaire dont le mot générique est océan. Le Maroc, bordé par l'Atlantique sur des milliers de kilomètres, et de la partie. Au Portugal, s'est organisé ce sommet mondial dédié aux océans. Une seule question est sur toutes les lèvres. Nos océans sont en danger. Comment les sauvegarder? Comment désactiver les menaces qui planent sur ces étendues monstres d'eau? L'ONU, organisateur de cet événement, en partenariat avec le Kenya et le Portugal, cherche donc à mettre la lumière sur les enjeux qui sont ceux des océans dans le monde. Pollution, acidité, mort de centaines de milliers de mammifères marins à cause de microplastiques faisant corps aujourd'hui avec les océans, des problématiques auxquelles il faut des solutions en urgence. Pour en parler, dans ce nouveau numéro de Questions d'actu, je reçois Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoires, qui est sur place à Lisbonne. Je reçois également Abdrahim Ksiri de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonjour. Bonjour, monsieur Nicolas Imbert. Merci d'être parmi nous. Ma première question est pour vous. Nicolas Imbert, vous êtes à Lisbonne en tant que directeur exécutif de Green Cross France et Territoires. Vous participez à l'événement. Pourquoi un sommet mondial des océans? C'est un sommet qui était très attendu puisque ce format, qui est un format onusien des sommets pour l'océan, ne se réunit qu'une fois tous les 10 ans pour arriver à trouver des pistes de solutions face aux urgences qui s'appliquent sur l'océan. Avec un titre qui est révélateur: Notre océan, notre futur, nos responsabilités. Et depuis l'ouverture de ce sommet, force est de constater que les scientifiques, à travers le rapport du GIEC qui a été publié en avril de cette année, insistent sur l'urgence d'agir. On voit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a redit et représenté ses excuses de ne pouvoir avancer plus vite sur cette thématique essentielle. On voit à travers les différents panels à quel point il est important de se mobiliser, mais également que les pistes de solutions existent. Et ce qui pêche à ce forum, c'est la mise en place d'un plan d'action concret avec une feuille de route très opérationnelle. On espère qu'on va y arriver d'ici à la fin du forum, mais la pression est forte et en même temps, c'est un petit peu comme si les États ne trouvaient pas le moyen de s'unir tous ensemble. Pourtant, les priorités qui ont été remontées sont extrêmement claires. Zéro plastique dans l'océan, zéro pêche et en particulier, zéro pêche illégale et en particulier zéro pêche illégale commercialisée, zéro cétacés en captivité, le respect de la biodiversité, et zéro exploitation minière des grands fonds, avec une préservation via des aires marines protégées de tout ce qui peut être préservé. Nicolas Imbert, je cite une citation de Guterres: le monde doit se mobiliser pour préserver la santé menacée des océans et éviter ses conséquences catastrophiques pour l'environnement et l'humanité. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, un cri de détresse. Sommes-nous en danger du fait des menaces qui guettent ou qui planent sur les océans aujourd'hui dans le monde? Effectivement, ces mots résonnent particulièrement à nous aujourd'hui. Et ce qui résonne également, c'est le fait de passer de la prise de conscience qui est extrêmement partagée ici, de la volonté d'agir qui est bonne, à des actions concrètes et opérationnelles. Et c'est toute l'attente et c'est l'ambiance un petit peu particulière de Lisbonne, d'avoir une feuille de route partagée, des convictions fortes, des interlocuteurs de très haut niveau qui se mobilisent, mais de ne pas encore voir comment le passage à l'action va être là, alors que l'urgence nous dit qu'on n'a plus que 2, 3 ou maximum 5 ans pour ce passage à l'action. Voilà, Abdrahim Ksiri, le Maroc est un des rares pays dans le monde qui possède une côte atlantique s'étendant sur des milliers de kilomètres. Vous, en tant qu'associatif actif dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement, quelle est la santé de nos côtes et de nos eaux territoriales atlantiques aujourd'hui? Oui, en général,
l'océan, les 1,2 million de kilomètres carrés d'espace maritime marocain sur 3500 kilomètres, ça constitue pour les deux rives atlantiques et méditerranéennes vraiment un capital énorme. Il a été toujours considéré comme vraiment une richesse avec une orientation spécifique, surtout pour l'exploitation dans le domaine de la pêche. Et donc, dans ce domaine de la pêche, il y a eu beaucoup d'efforts pour avoir un repos biologique durant un mois ou quelques mois. Il est respecté en partie, il a permis un petit peu le renouvellement de stock, mais généralement, il y a encore l'informel, comme ça a été dit, qui subsiste. Il y a encore des déversements d'eau usée de grandes villes qui est toujours dans l'océan, qui représente un réceptacle de beaucoup de sortes de pollution, sachant que le plastique reste parmi les polluants encore qui est devenu l'un des problèmes numéro un, puisqu'on peut considérer ce qui a été dit en Méditerranée pour l'ensemble des pays, le rejet de plastique d'ici 2050, on va pouvoir peut-être pêcher plus de plastique que de poissons. Et donc le risque est énorme, que ce soit pour la pollution, que ce soit pour la surexploitation, ou que ce soit aussi pour les changements climatiques, avec la désoxygénation, avec aussi des zones mortes et l'acidification des océans. Tout ça, les menaces, elles sont réelles, et c'est pourquoi la rencontre de Lisbonne, lorsqu'elle parle de la santé des océans, lorsqu'elle parle de nouveaux termes comme soigner les mers, il faut absolument comprendre que l'espace maritime dépasse largement l'espace terrestre. Pour certains pays comme le Maroc, on a justement uniquement 750 000 kilomètres d'espace terrestre, alors qu'on a 1,2 million de kilomètres d'espace maritime. Et l'avenir, vraiment l'avenir, que ce soit pour les ressources et la sécurité alimentaire, que ce soit pour la sécurité hydrique et énergétique, se trouve dans la mer. Et c'est pourquoi il faut une revue de notre politique, il faut soigner la mer, il faut reconsidérer la politique de la pêche et uniquement du transport, parce que le transport maritime avec l'étranger, c'est plus de 90%, mais entre les villes marocaines, elle est très très faible. C'est pourquoi il faut reconsidérer tout ça dans le domaine de l'économie bleue qui peut nous permettre d'abord une revue, et c'est ce qu'on a discuté lors de la semaine Océan cette année, surtout pour augmenter les espaces maritimes, les aires maritimes protégées, parce que ça permet d'avoir des stocks, un renouvellement des stocks de poissons, et donc ça permet une productivité au lieu de considérer la mer comme une source uniquement d'exploitation. Il faut la considérer aussi comme une source de production. Il y a des potentiels énormes, que ce soit pour les algues, que ce soit pour les poissons, que ce soit pour les différents types de gastéropodes, etc. Il y a une politique, c'est vrai, c'est une question de temps maintenant. Il faut accélérer, il faut amplifier les actions pour d'abord soigner vraiment la mer dans les problèmes qui sont là, mais surtout revoir le modèle de manière totale de développement par rapport à la mer, parce que tout ce qui existe dans la mer, il doit avoir une politique pour corriger ce modèle de gestion qu'on a suivi depuis des années, mais surtout que ce soit intégré avec le modèle de gestion des espaces terrestres, parce que l'interaction, elle est très forte, et cette fragmentation des politiques sectorielles, cette fragmentation entre ceux qui agissent au niveau du milieu marin et ceux qui agissent au niveau terrestre, c'est l'une aussi des faiblesses de notre politique, sachant que le potentiel, peut-être permettez-moi de vous couper, Abdrahim Qseri, vous parlez de faiblesse, vous parlez de mots MAUX, la pollution, elle est à la tête de ces mots, Nicolas Imbert, l'acidité des eaux, du plastique, quel discours est le vôtre pour dire la gravité de la situation des océans aujourd'hui dans le monde ? Je ne peux que partager et étendre tous les propos du docteur Qseri parce qu'effectivement, on est dans une situation d'urgence. Et c'est aussi pour ça que le colloque est un colloque de l'urgence et que tous les messages des dirigeants sont des messages par rapport à l'urgence.
la gravité est extrême et par contre, nous avons les solutions. Revenir et réparer un océan pour arriver à reconquérir un océan en bonne santé, ça passe effectivement par une sortie du plastique. Et le plastique qui est aujourd'hui dans l'océan, c'est un plastique qui, à plus de 90%, vient de la Terre. Donc, en arrivant à avoir une économie circulaire du plastique, à sortir le plastique de nos plages, à arriver également à limiter les micropolluants et les perturbateurs endocriniens dans le plastique, on peut trouver des solutions. Les modèles économiques sont en train d'évoluer, les législations des États et des groupes régionaux sont en train d'évoluer, peut-être pas assez vite, mais c'est un problème dont on peut arriver à bout. La deuxième question dans cette urgence qui a une gravité extrême, c'est la nécessité d'avoir des écosystèmes en bonne santé et en particulier de reconstituer les stocks de poissons. Pour ce faire, on peut le faire soit à travers des aires marines protégées plus larges et plus en réseau, soit à travers des limitations de la commercialisation de la pêche illégale et de la pêche prédatrice, limitation sur la pêche prédatrice et la pêche illégale. Et la bonne manière d'agir, c'est d'arriver à concilier les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnellement utile, urgent. Les Américains, que ce soit l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud, ont annoncé le 8 juin, un mois avant le début du forum, la possibilité de mettre en réseau toutes les informations disponibles sur les aires marines protégées et donc à terme toutes les aires marines protégées d'une manière opérationnelle. C'est un mouvement sur lequel l'Europe et l'Afrique sont attendus pour prendre à ce forum des actions et des initiatives concrètes, soit continent par continent, soit on l'espère à travers la coopération régionale, par exemple sur la Méditerranée, mais aussi sur une côte atlantique qui soit bien gérée depuis la Baltique jusqu'à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on en reste encore loin et je voudrais revenir aussi à tous les engagements qui avaient été tenus et pris à la COP22 à Marrakech, et en particulier l'initiative Océan de solidarité, extrêmement importante pour faire de la Méditerranée une zone qui soit à l'avant-garde de la transformation écologique et de la reconquête des écosystèmes. Les attentes sont grandes, comme vous dites Nicolas Humbert. En attendant, les océans sont malades. C'est une évidence, Abdrahim Ksiri. Au Maroc, notre Atlantique n'est pas à l'abri, comme vous dites, des dangers. Également la Méditerranée, des menaces. Que fait-on pour minimiser les dégâts ? Oui, je crois qu'il y a, comme j'ai dit, des efforts menés par l'État, mais ce sont des efforts, comme on a dit, sectoriels. Donc, le ministère de la Pêche ou encore certains acteurs qui agissent dans le domaine de la biodiversité. Mais ce sont des efforts qui sont au-delà, en dessous de ce qui est exigé. Et la preuve, c'est que, comme ça a été dit, les solutions existent, mais on essaie de les mettre en œuvre, mais les résultats sont encore très faibles. Comme la gestion intégrée des zones côtières, la GISC, on a fait des projets au niveau de toute la Méditerranée, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Mais malheureusement, l'application et l'opérationnalisation restent très faibles, sachant que ce grand lac partagé entre l'ensemble des pays méditerranéens, il souffre énormément puisque vraiment il y a une diminution, comme on a dit, des richesses, mais en même temps augmentation des facteurs de déséquilibre et de pollution et de contamination chimique de l'eau. Et donc tout ça, ça impacte un espace qui est essentiel. C'est le puits de carbone, c'est lui qui absorbe le carbone, c'est lui qui nous donne la moitié d'oxygène du globe terrestre. Et sans l'océan, avec le changement climatique, on aurait eu 36 degrés dans l'air au lieu d'avoir une augmentation de 1,02. Donc l'océan, il est vital pour tout le monde, il est partagé, que ce soit ceux qui ont cet espace marin ou ceux qui ne l'ont pas. Il est essentiel pour l'équilibre global de la Terre. Mais pour les pays
on a encore dans nos pays en développement une conception sur l'océan qui est trop faible en le considérant rien comme une source d'exploitation directe. Et cette exploitation directe, comme si les ressources sont irréversibles avec les machines, que ce soit des pays comme le Maroc, des pays en développement, ou de ceux qui, avec des conventions qui viennent pêcher d'autres pays, l'exploitation avec des bâtiments de guerre en réalité qui sont devenus très équipés pour extraire, non pas tous les mois, mais tous les jours, tous les heures, en ayant des radars, en ayant des capacités d'identifier et de suivre, en plus de l'informel qui ne s'arrête pas toute l'année. Donc tout ça, ça impacte très négativement. Et une très bonne organisation avec une intervention étatique très forte, un travail de la science et un partage de connaissances, une diversification des activités de l'économie bleue permettront de faire revivre ces écosystèmes, mais surtout de produire beaucoup plus et garantir une soutenabilité, une durabilité des écosystèmes marins qui est une condition essentielle pour le développement économique, social et l'équilibre écologique de ces pays. C'est pourquoi il faut absolument revoir même l'architecture des gouvernements. On ne peut plus continuer à avoir un ministre de la pêche et ignorer toutes les activités possibles de l'économie bleue. Il faut absolument qu'il y ait des ministères dédiés avec des structures qui sont opérationnelles et qui font converger toutes les politiques qui touchent à la mer, tout en ayant une forte intégration et coordination avec ce qui se passe sur Terre. Je voudrais poser la question à Nicolas Humbert et faire le lien en fait avec le changement climatique. En fait, quel impact en fait de changement climatique en fait sur cette dramatique situation qui est aujourd'hui celle des océans et des mers? En fait, tout est lié et on est sur les mêmes facettes des effets du dérèglement climatique. Et d'ailleurs, je crois que de plus en plus, pour le quotidien de chacun, on peut parler de ce dérèglement climatique plus que du terme de changement climatique. Des phénomènes climatiques extrêmes et de plus en plus violents, une montée des températures dont on ressent au quotidien les effets, quelque chose qui est très travaillé à ce sommet sur l'océan, et c'est important, c'est de se dire à quel point le cycle de l'eau et le cycle de l'océan sont interconnectés, et c'est l'eau qui arrive du sommet de nos montagnes qui va effectivement se propager dans tout le système aquifère, être utilisée, peut-être parfois surutilisée, non seulement pour les besoins humains, mais aussi pour l'agriculture et pour l'industrie, et arriver ou ne pas arriver, comme c'est le cas au Colorado, où l'eau n'arrive quasiment plus jusqu'à la mer, à l'océan, pour la fertiliser. Et on voit sur l'océan des effets cumulatifs entre les effets du dérèglement climatique, mais aussi la pollution et les effets de notre surconsommation ou de notre mauvaise consommation, et ensuite le stress supplémentaire qu'on fait porter à la biodiversité, toujours à travers la pollution, mais également à travers les prélèvements que nous allons faire pour notre alimentation, ou alors ce qu'on appelle la pêche minotière et d'autres éléments de pêche prédatrice, où les produits de la pêche sont transformés pour servir à nourrir des animaux qu'au final nous allons consommer. Et l'un des endroits où ça se manifeste particulièrement, c'est le trait de côte et la bande littorale, où on assiste à la fois à la montée des eaux, à l'acidification des océans, à une surintensité des activités humaines, à la pollution et à un besoin sur la ressource extrême. Là où je voudrais quand même insister, c'est qu'on a la solution. Aujourd'hui, il y a 40% de l'alimentation, et en particulier de celle qu'on prélève de l'océan, qui est gâchée avant même d'avoir terminé d'un estomac humain. Donc, dès lors qu'on arrive à mieux organiser nos systèmes productifs, on sait le faire. On a constaté également que quand on arrive à restaurer l'océan, et c'est tout l'enjeu des aires marines protégées, au bout de 5 à 7 ans d'activité, l'océan se reconstitue, la biodiversité s'équilibre et on arrive à avoir des poissons qui sont
à la fois en plus grande quantité et en meilleure santé qu'il ne l'était auparavant. Donc, comme le disait le commandant Cousteau et son fils Jean-Michel Cousteau, aujourd'hui, on est en train de manger le capital de l'océan, alors même qu'on ne devrait vivre que des intérêts de l'océan sans toucher au capital. Mais si on arrive à prendre les bonnes mesures et à définir les bonnes priorités de restauration, l'océan pardonne et au bout de 5 à 7 ans, on arrivera à en constater les effets bénéfiques. C'est pour ça que c'est important d'agir maintenant de manière structurée et que tous les pays qui peuvent se le permettre, à l'échelle à laquelle ils puissent se le permettre, reconstituent l'océan. Nicolas Imbert, quand vous dites agir, en fait, parce qu'il y a une responsabilité en fait des êtres humains, en fait, des États et de tout le monde vivant en fait sur cette terre, c'est-à-dire que finalement, cette prise de conscience, comment elle doit-elle vraiment se formuler? Comment doit-elle prendre corps selon vous? Parce que c'est facile à dire, mais je pense que ça va être difficile à faire. Alors, j'espère que nous avons passé l'étape de la prise de conscience. Et notamment, on se souvient tous d'Antonio Guterres qui, en 2019, a mouillé sa chemise au sens premier du terme en faisant la couverture de Time Magazine. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé à l'une des conférences des Nations Unies en montrant les effets du changement climatique en se mettant lui-même à l'eau. Aujourd'hui, on constate à la fois dans le Pacifique Sud, mais également sur les côtes africaines, sur les côtes marocaines et jusque dans des villes comme Dunkerque ou les Landes en France, que la bande littorale est extrêmement affectée et qu'on a des décisions difficiles à prendre à l'échelle des collectivités, simplement pour préserver notre vivre ensemble. Et on y arrive. Et la question des priorités, on a cru pendant très longtemps que les conférences internationales allaient dicter des priorités qui ensuite s'imposaient à tous. C'est exactement l'inverse qui se passe. C'est au niveau des collectivités locales, au niveau municipal, au niveau des régions, ensuite au niveau des États, qu'on va prendre les bonnes mesures qui ensuite seront appuyées par des mécanismes de solidarité internationale. Mais l'urgence d'agir est là, on n'a plus le temps. Et ce qui est important aussi, et ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours à Lisbonne, c'est ces entreprises, ces financeurs privés qui sont en train de s'engager et de dire on n'attend plus la vitesse lente des États, on y va, on est dans la transformation et on est dans cette urgence de l'action où il ne sert plus à rien de solliciter, mais c'est vraiment dans l'action qu'on arrivera à réussir ou qu'on passera à côté de cette urgence écologique qui se manifeste à nous et qui nous oblige pour les 2 à 3 prochaines années. Abdelrahim Ksiri, au moins un tiers des stocks de poissons sauvages sont trop pêchés et moins de 10% de l'océan est protégé. A commenté à l'AFP Catherine Matthews, directrice scientifique de l'ONG américaine Oceana. À quel point la surpêche est à l'origine en fait des maux des océans? Oui, je crois que la surpêche elle est généralisée, sauf quelques pays du Nord qui ont pu avoir vraiment une gestion beaucoup plus soutenable, de manière beaucoup plus... Mais c'est très rare. Mais généralement, la déclaration de l'ONU, vraiment, elle était très forte, elle était très claire. Lorsque l'ONU déclare vraiment l'urgence, et c'est ça ce qu'il faut retenir du sommet de Lisbonne, l'état d'urgence des océans, elle est déclarée et partout à l'échelle internationale. Et l'océan, comme ça a été dit par M. Guterres, l'océan n'est pas un dépotoir, il n'est pas une source de pillage infini. C'est un système fragile dont nous dépendons tous. Et donc là, les mots, ils ont leur poids. Et comme vous l'avez dit, en plus de la surexploitation des poissons, il y a les récifs coralliens. Les récifs coralliens qui sont des réserves, 70% de récifs coralliens dans le monde sont menacés. 20% ont déjà été détruits sans espoir d'amélioration. Et 24% risquent de disparaître et 26% supplémentaires sont menacés à long terme. Les chiffres, ils sont parlants. L'effondrement des écosystèmes côtiers est devenu vraiment problématique et exige vraiment un changement capital. C'est pourquoi
Au Maroc, lorsqu'on a organisé la semaine Océan au niveau national avec tous les partenaires, la pêche, etc., et l'ASBT, l'AMCD, un certain nombre d'acteurs, l'essentiel c'était de dire il faut absolument essayer d'aller vers un respect, non pas uniquement du repos biologique, mais les aires marines protégées. Avec l'UICN, c'était fixé d'atteindre 10% en 2020% en 2010. Maintenant, 10% en 2010. Maintenant, pour 2020, et 2030, on a fixé 30-30. Ça veut dire 30% des espaces maritimes doivent être protégés d'ici 2030 en tant qu'aire marine protégée. Au Maroc, on a très peu, et même on a ajouté à celui de Hussima, le parc de Hussima, on a celui de Sousse, et on a ajouté celui de Khnifis, mais ça reste très limité et ce n'est pas respecté. Et là, vraiment, il faut absolument augmenter cette superficie. Et on a parlé aussi des APAC, les aires patrimoine communautaire, autochtone communautaire. Ce sont un accompagnement des pêcheurs eux-mêmes pour qu'ils savent utiliser de manière durable et gérer eux-mêmes, tout en actionnant une fiscalité, des sanctions, des incitations qui permettent à ceux qui participent d'avoir plus de gains, et ceux qui vraiment ne respectent pas ces pratiques durables. Il faut absolument des sanctions au niveau de la menace qu'ils sont en train de faire pour une ressource qui doit être pour nous et pour les générations futures. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument, comme on a dit, un vrai débat, une nouvelle stratégie. Le gouvernement doit vraiment hausser et revoir tout ce qu'il fait dans le domaine de l'océan pour aller vers une économie bleue, pour impliquer tous les acteurs et surtout les territoires. Maintenant, on a les territoires qui sont en train de faire leur planification territoriale, les plans de développement régionaux et les plans d'action communaux. Les 183 communes qui existent sur le littoral marocain et les 9 régions, on ne trouve pas vraiment des projets assez consistants dans ces espaces maritimes en intégrant l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi, comme on a dit, il y a la partie traditionnelle qu'il faut revoir et renforcer, mais assurer la durabilité, mais il y a énormément d'innovations et de nouveaux types d'activités d'économie bleue qu'il faut développer parce que c'est un gisement d'emploi pour les jeunes, c'est un gisement de création de richesse, mais ça doit être dans la perspective d'une durabilité et d'une soutenabilité qui permettra aussi bien le développement écologique, la redynamisation et la revitalisation écologique, mais aussi la redynamisation socio-économique au niveau de ces espaces. Solution durable, Nicolas Humbert. Je voudrais avoir aussi votre son de cloche par rapport en fait à ces solutions qui pourraient être en fait salvatrices pour la surpêche. J'avais envie de vous répondre à travers une expérience et des retours d'expérience. J'étais à Fidji courant mai, j'étais également en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a une île qui s'appelle Ouvéa, qu'on appelle l'île la plus proche du paradis, mais qui est également très affectée par la montée des eaux. La dernière fois que j'étais, il y a 2 ans, on pensait que l'île serait submergée d'ici à 30 ans. Maintenant, en discutant avec les chefs de tribus, l'île va vraisemblablement être submergée d'ici à 3 à 5 ans. Et déjà, les chefs de tribus sont en train d'organiser le déplacement vers Grande Terre. Et en même temps, ils se sont mobilisés avec les pêcheurs pour remettre à niveau tous les bateaux de pêche et permettre une pêche de lagon plus durable et qui en même temps préserve le lagon contre la pêche prédatrice qui est opérée au filet alors que ces pêcheurs-là en fait pêche en pélagique et en pêche lagonaire. Et donc, ils deviennent en fait des gardiens des activités de pêche en même temps que des contributeurs à la préservation de l'environnement. Et de la même manière, dans les serres marines protégées sous juridiction américaine, la pêche est interdite dans le cœur de l'aire marine protégée.
Et tous les pêcheurs qui ont témoigné depuis l'Alaska jusqu'à Hawaï nous montrent effectivement qu'en cœur de parc, ils ont un gisement de poissons important et que du coup, ils peuvent mieux pêcher sur les environs du parc parce que le gisement se reconstitue et est plus tranquille en cœur de parc. Donc, dès lors qu'on arrive à impliquer les pêcheurs, on trouve toujours des modèles très positifs pour préserver l'environnement en ayant les pêcheurs comme alliés. Abdelrahim Qsiri, quid en fait de l'action gouvernementale vis-à-vis en fait de cette question problématique en fait de surpêche? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que maintenant, avec les semaines, avec le débat commence, mais un travail vraiment structuré pour sortir, pour impliquer les autres acteurs. On travaille sur la partie terrestre avec le PNUD, sur les APAC, mais on n'a pas pu travailler sur les APAC marines jusqu'à présent, sachant que ça exige vraiment, non pas uniquement l'écoute, mais il faut absolument qu'il y ait une interaction très dynamique, interactive des autorités, surtout les ministères impliqués, la Direction générale des collectivités territoriales, le ministère de la Pêche, les régions, pour vraiment organiser un travail collaboratif. Oui, on a un nouveau ministère d'intégration des politiques publiques, mais ce ministère, il ne peut pas intégrer si les ministères n'intègrent pas eux-mêmes. C'est eux qui doivent intégrer. Lui, il peut peut-être accompagner, mais il y a tellement, dans tous les domaines, il n'y a pas d'intégration. Ça sort dans tous les rapports que le problème de convergence, ça sort aussi dans les discours de Sa Majesté. Donc, il faut absolument, avec le nouveau modèle de développement, on a insisté sur l'intégration des politiques, mais les mécanismes de travail ensemble ne sont pas mis en place dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'économie bleue. C'est pourquoi on a des débats par ici, par là, mais ce sont des débats disparates et ça n'aboutit pas à vraiment asseoir un mécanisme en continu de collaboration, de débat et de co-construction d'une économie bleue qui permet à chacun d'intervenir dans son domaine et d'avoir à ce que les ressources et les retombées de la pêche et des milieux marins soient réinjectées parce que vraiment il faut réutiliser une partie pour le développement parce que oui, le développement est important parce qu'il est clair que l'océan est un facteur majeur pour la vie aussi pour le développement. Une dernière question pour vous, Nicolas Humbert. La création d'un moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins fait aussi l'objet des discussions à Lisbonne. Quelle importance d'une telle décision pour la sauvegarde des océans? Une décision qui est essentielle et qui est attendue. Ça fait plus de 3 forums internationaux. Je pense au Congrès mondial de l'UICN, je pense à la conférence climat de Glasgow et maintenant à cette conférence sur l'océan, où la communauté internationale et presque l'ensemble des États attendent que ce moratoire soit promulgué pour arriver à bâtir et à construire la reconstitution sur ce moratoire. Il ne fait pas mystère aujourd'hui que des pays comme la France, mais aussi la Russie, mais aussi l'Inde, mais aussi le Pakistan s'opposent à la constitution de ce moratoire. Et c'est là où le rôle que nous jouons à travers nos associations, les sociétés civiles qui sont derrière nous, mais aussi ce que l'on entend du message des jeunes sur l'urgence à agir, comme du message des entrepreneurs, doit faire de l'obtention de ce moratoire une priorité et un point de passage qui restaure la confiance internationale pour aller plus loin. Le président de la Polynésie, le président Fritsch, au moment du One Planet Summit Pacifique il y a quelques mois, comme les événements de Palau qui unissaient un certain nombre d'États océaniens en février et en mars, ont insisté également sur l'urgence et l'importance de ce moratoire. J'espère personnellement, et nous prenons tous les contacts nécessaires, qu'une étape importante sera franchie dans les heures et dans les jours qui viennent pour arriver à ce que ce point de passage soit atteint
franchie et qu'on aborde la fin de la conférence en se disant ce moratoire est devenu une réalité. Ça serait une extrêmement bonne nouvelle. Nicolas Humbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoire. Vous êtes à Lisbonne. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi pour la qualité des réponses qui ont été les vôtres durant cette émission. Merci à vous et toutes mes salutations à l'antenne et au professeur Ksiri. Merci Monsieur Nicolas. Le Maroc, Abdrahim Ksiri, a organisé il y a quelques jours une réunion des États atlantiques. Selon vous, quel rôle peut jouer le Maroc en fait pour pouvoir en fait s'attaquer de manière, on va dire, salutaire à cette problématique, aux problématiques en fait des océans dans le monde? Oui, le Maroc, il a un rôle à jouer. Puisqu'il est bien positionné au niveau africain. On sait que c'est l'un des premiers pays producteurs au niveau africain, mais aussi l'un des pays les plus développés en technologie de transformation et dans ce domaine-là. Mais comme vous l'avez dit, il y a des efforts. Il y a bien la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui a organisé le dialogue avec l'UNESCO. Et c'est un dialogue de haut niveau dont les travaux constituent aussi une préparation à cette conférence de Lisbonne en partie. Et il y a aussi, comme on a dit, une autre rencontre à Tanger qui était réalisée avec les représentants du ministère de la Pêche et d'un certain nombre d'institutions vraiment organisées avec le ministère de la Pêche. Il y a d'autres qui ont été organisées, mais on a dit vraiment, ces efforts-là, ils doivent se poursuivre, doivent se renforcer, parce que le Maroc peut faire énormément s'il sort de cette politique sectorielle. Il faut absolument que l'affaire de la mer et de l'océan ne soit plus vraiment une affaire sectorielle. Il faut absolument avoir des mécanismes d'intégration et d'implication des autres acteurs. Et là, on est conscient qu'on a pas mal d'atouts, mais on a aussi une certaine résistance. Les 700 000 emplois du domaine direct et indirect du domaine de la pêche, on peut les multiplier par 2 ou par 3 si on a vraiment une nouvelle vision, comme ça a été cité dans le nouveau modèle de développement, pour exploiter ce potentiel énorme. On n'a pas parlé d'autres ressources, le nexus eau, alimentation, le nexus eau, énergie. Il y a la biotechnologie, on fait des petites choses ici et là, on a fait un certain nombre de projets, mais maintenant il faut accélérer, il faut amplifier, mais surtout il faut intégrer. Et on a les moyens humains, on a les moyens techniques, on a toujours un problème de manière de faire et on a un héritage avec des conservateurs au niveau de l'administration, au niveau d'autres secteurs et aussi des lobbies parfois qui sont très forts pour garder cette surexploitation et cette exploitation de manière directe. Et le risque, c'est de déstabiliser l'océan. Et à l'échelle internationale, on considère que toute politique de déstabilisation de l'océan est suicidaire. Et parfois, il y a des océans qui ont perdu toute santé. C'est pourquoi le débat sur la santé est pour soigner, parce qu'on sait que lorsqu'une partie de l'océan est morte, c'est très difficile de la faire revivre. Donc il vaut mieux vraiment faire le nécessaire pour prévenir et non pas uniquement pour corriger. Donc maintenant, je crois qu'on a les moyens, maintenant les concepts vous dites, sont très développés. Abdrahim Ksiri, vous dites qu'on a les moyens et pourtant nous vivons une crise économique mondiale, résultat de 2 années de Covid et une guerre au cœur de l'Europe. Avons-nous vraiment les moyens de regarder du côté des océans? Oui, ce qu'ils disent, c'est que les crises sont des opportunités de changement. Et ces crises-là, c'est eux qui nous poussent à sortir du sentier battu. Parce que notre modèle, c'est comme ça a été dit par Sa Majesté, avant même l'ensemble des pays du monde, le modèle avait atteint toutes les limites. La consommation ne peut plus aller plus loin. Les barrages ne pouvaient plus nous donner plus d'eau. Il fallait diversifier, il fallait changer, mais surtout il faut être efficace. Au lieu
de mobiliser l'eau uniquement, il faut être aussi très fort dans l'économie de l'eau. La même chose, au lieu de prélever les ressources océaniques, il faut aussi avoir de l'efficacité. Qu'est-ce qu'il faut exploiter, qu'est-ce qu'il faut aider à produire. On a des récifs coralliens maintenant artificiels, on a un à Essaouira et un autre à Al-Madiaq qui sont en cours, il faut les multiplier par 10, par 20, par 100. On n'a pas encore la culture des fermes d'algues, c'est très débutant. On n'a même pas intégré ça dans notre cuisine, alors qu'on a besoin de diversifier et de changer même notre modèle culinaire pour avoir vraiment vous parlez de changement. Vous parlez, Abdelrahim Ksiri, de changement de modèle culinaire et c'est en relation en fait avec une certaine sensibilisation qui normalement devrait s'imposer. Les citoyens que nous sommes, que pouvons-nous faire pour participer à l'effort collectif en vue de la sauvegarde des océans? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'année dernière, dans la Semaine de l'Océan, on a été obligé d'amener un restaurateur chinois pour nous préparer au niveau de Rosemary tout un ensemble de plats uniquement à base d'algues. Et c'était excellent, des soupes, des plats, et c'était excellent. Alors que pour les Marocains, on ignore encore nos richesses. Combien de Marocains connaissent 6 types d'algues ou 5 types d'algues qui sont consommables, alors qu'on a les 1 million de kilomètres carrés? Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler qui n'exigent pas toujours de l'argent. Parfois, il exige un travail collaboratif, le travail des médias, avec le travail de la société civile, avec les scientifiques. Mais tout ça, pour être fort et pour donner sa valeur, il faut que les autres côtés, les élus, l'administration et les acteurs privés, ils doivent être réceptifs. Et le gouvernement doit mettre les mécanismes et les moyens qui ne sont pas énormes pour qu'il y ait d'abord ces mécanismes de coordination, d'intégration. Parce que pour l'instant, chacun parle à son côté, travaille dans son sillon. Il faut absolument revoir le modèle de fonctionnement et ça, on est capable parce que, comme j'ai dit, on ne manque pas d'experts, on ne manque pas de vision et on ne manque pas aussi d'institutions, mais on manque d'intégration et de mécanismes de coordination très forts et dans la durée. Abdelrahim Ksiri, une dernière question, peut-être, normalement je devrais poser une question optimiste, peut-être qu'elle pourrait avoir un aspect pessimiste, cette question. En fait, la vie est née dans les océans il y a des milliards d'années. Devons-nous craindre pour nos vies aujourd'hui, nous les humains, si demain ces étendues d'eau sont totalement polluées? La vie, c'est ça, c'est pourquoi on dit qu'il faut c'est-à-dire le slogan international, c'était de revitaliser écologiquement nos océans. Il y a maintenant de vrais risques, comme on l'a dit. Il y a des courants naturels qu'on recevait avec des riches en sels minéraux, avec beaucoup de poissons. Maintenant, les choses sont en train de changer. Il y a des zones qui sont mortes et plus d'oxygène et ils sont en train de s'élargir. Il y a la température qui ne cesse d'augmenter des océans. Il y a l'acidification, ça devient plus acide. Il y a des problèmes réels, la surpêche, les bateaux de guerre qui surexploitent, ils ne laissent aucun pays, ne laissent aucun océan, et même c'est-à-dire même les mécanismes de digital et d'informatique, de technologie qui permettent vraiment de suivre ça, de le contrôler, etc., ils ne sont pas opérationnels dans tous les pays et il y a une certaine résistance pour ne pas savoir ce qui se passe. Et il n'y a pas d'évaluation indépendante, forte. Même au Maroc, on n'a pas des rapports émanant d'universités qui sont totalement indépendants, d'ONG, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ces moyens doivent malgré tous ces problèmes en fait, que vous êtes en train d'énumérer, doit-on rester optimiste? Est-ce que vraiment on a la possibilité de l'être? Oui, on est obligé d'être optimiste parce qu'on a le gisement. D'autres pays n'ont pas même 1 mètre carré de mer. On a le gisement. Maintenant, c'est une question, on l'a hérité, on est très bien positionné. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre l'effort humain, parce que la nature nous a vraiment donné un positionnement très stratégique, beaucoup de ressources,
Et surtout avec les crises actuelles qu'on sait sur le blé, sur l'alimentation, et tout le monde retourne à la sécurité. Ça devient stratégique de développer tout ce qui est sécurité alimentaire et ne pas rester uniquement sur l'agricole, de ne pas rester uniquement sur le blé. Mais c'est une politique que doivent mener les États pour même l'éducation alimentaire. Les gens dans les pays, c'est pas à eux comme on les a fait changer pour s'habiller, pour choisir tel ou tel appareil. Parfois, même le téléphone, il marche très bien, mais ils le jettent parce qu'il y a une communication très forte des entreprises pour lui dire ça ne marche pas. On peut faire ce travail sur l'économie bleue, sur nos ressources, pour que les gens commencent à consommer les produits de la mer. Nous, on consomme, on était à 12 kilos, alors que la moyenne mondiale, c'est 20 kilos, avec tout ce qu'on a par rapport aux poissons. Maintenant, on est à 16 et quelques kilos, on est toujours en dessous de la moyenne mondiale. C'est pourquoi on a dit, les richesses, elles sont là, il faut absolument revoir le système de gouvernance et travailler dans une vision intégrée d'économie bleue qui nous permet d'utiliser fortement. Et on a confiance parce que le nouveau modèle de développement, il a mis un petit peu les orientations globales. Maintenant, il faut les décliner, il faut ouvrir le débat. Et il faut territorialiser. Il ne faut plus que ce soit uniquement des décisions centrales. Il faut faire participer la population et les acteurs. Il ne faut plus que il faut passer à l'acte, il faut régionaliser. Le message est clair. Voilà. Abdrahim Ksiri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, merci de votre présence remarquée dans notre émission et de vos éclairages sur des points très pointus. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.